Mesdames, Messieurs, chers collègues, en fait, comment faire pour mesurer la longévité? En fait, la manière la plus simple, c'est simplement faire la différence entre la date de décès et la date de naissance. Le problème, eh bien, c'est que cela donne des résultats individuels, mais il faut attendre l'issue fatale pour pouvoir faire le calcul, ce qui n'est pas pratique. Ici, je vous présente un de mes arrière-grands-pères, dont je partage entre autres les initiales. En fait, il existe d'autres manières de mesurer la longévité. Au niveau des populations, c'est l'espérance de vie, c'est-à-dire avec les données de mortalité et d'effectifs par âge et par sexe dans une population donnée sur 2 ans en principe, on est en mesure de calculer cet indice. Et puis, il y a un autre paramètre qui est la durée de vie maximum observée dans une population. Dans un chapitre récent de l'encyclopédie biomédicale de gérontologie, nous avons regardé tous les indicateurs possibles pour quantifier la longévité. Et pour ce faire, nous avons utilisé une cohorte de données qui est celle de toutes les femmes nées en France entre 1816, 2000 et 2016, donc sur 200 ans, l'ensemble des naissances et des décès pour cette population. Sur la partie gauche du graphique, vous voyez la distribution en fait de l'âge au décès. Sur l'axe des X, on a les âges, ici on a les effectifs, et ceci sont les données réelles mesurées à partir des dates de naissance et des dates de décès pour calculer l'âge. À partir de ces données, on peut calculer la moyenne de l'âge au décès. Donc ici, en 1997, c'était à peu près 80 ans, la médiane à 84 ans, le mode, c'est-à-dire le pic, l'âge auquel on observe le plus de décès était de 87 ans, et puis un nouvel indicateur que nous proposons, qui est en fait l'âge auquel on observe au moins 30 décès, l'âge le plus élevé auquel on observe au moins 30 décès, qui était ici à 106 ans, et puis l'âge extrême, qui est ici celui de Jeanne Calment à 122 ans. Vous voyez que dans les données françaises, eh bien, on a une encoche ici, et cette encoche est consécutive à un déficit des naissances consécutif à la Première Guerre mondiale. Si on prend les données lissées telles qu'elles sont exprimées dans les tables de mortalité, eh bien, on calcule des données populationnelles et vous voyez que la médiane sur les données populationnelles et le mode diffèrent des données réelles, parfois de 2 ans. Et puis, on a l'âge de fermeture de la table, c'est-à-dire l'âge maximum dans la table qui est ici de 110 ans. Ce qui est intéressant de faire, c'est contraster la première cohorte, 1816, à la dernière, 2016. Qu'est-ce qu'on observe? Quelque chose qui est bien connu. Eh bien, dans le passé, on avait un pic de mortalité à la naissance et dans les années qui suivaient. Et puis ensuite, on observait un deuxième pic de naissance. Ce qui est intéressant de constater, c'est que l'espérance de vie en 1816 dans l'Hexagone eh bien, était de 41 ans, la médiane était très différente à 46, et le mode, l'âge auquel on mourait le plus, était de 72 ans, l'âge donc après 20 ans. Si on contraste cela avec l'année 2016, eh bien, on voit que les 3 paramètres convergent vers une valeur quasiment unique, à savoir que l'espérance de vie, la médiane et le mode sont quasiment, pas tout à fait, mais presque superposés par rapport aux données du passé. Alors, si on retrace sur 200 ans ces différents indicateurs, en vert, vous avez l'âge maximum au décès. Alors, vous avez des artefacts curieux où, en 1816, il y avait plein de supercentenaires de personnes décédées à 110 ans ou dans les environs. Ce sont très certainement des données qui sont erronées, car pas bien mesurées. Ici, on a le pic consécutif à Jeanne Calment, et on voit l'augmentation de l'âge maximum au décès observé jusqu'en 2016. Le nouvel indicateur ici, qui est l'APAL 30, c'est l'âge maximum auquel on observe au moins 30 décès. Et vous voyez qu'avec cette méthode, eh bien, on lisse beaucoup mieux les âges extrêmes. On évite les artefacts des 2 ou 3 personnes qui avaient des dates de naissance ou de décès erronés. On voit une augmentation progressive de ce paramètre. Un autre paramètre, celui en jaune, qui s'appelle le L10, est l'âge qui est atteint par le 10% des enfants nés dans une cohorte de l'année en question. Et on voit que c'est une donnée qui est utilisée en particulier dans les études de population animale. On voit qu'on est bien en deçà des âges maximum. Ensuite, vous avez le mode, l'âge auquel on décède le plus. Vous voyez qu'il augmente régulièrement pour atteindre 90 ans en France. Et puis, vous avez la médiane qui, elle, a beaucoup plus de fluctuations.
et puis ensuite l'espérance de vie qui est en dessous. Donc tout cela sont des indicateurs de la longévité des populations. Et on voit que celui qu'on propose est le plus proche de l'âge maximum, tout en ayant des propriétés intéressantes de lissage. Donc Jeanne Calment, la doyenne de l'humanité, elle est décédée à 122 ans, 164 ans, mais en fait, les données qui ont été publiées voici 30 ans ont été remises en question par des collègues russes en disant qu'il s'agissait d'une fraude pour éviter une taxation de succession. Et alors, il y a un article qui était sorti avec pas mal de polémiques à fin 98 et on m'a demandé de participer pour les aspects mathématiques de la réponse. Parmi les arguments, on disait qu'en fait, il n'y avait pas d'aspect de fragilité sur ces photos quand elle était centenaire, que la couleur des yeux était différente sur son identité et sur d'autres photos, que en fait, sa taille avait trop peu diminué entre 1930 et 1990, que dans certaines déclarations qu'elle aurait faites, eh bien, il y avait certaines incohérences, et puis que sa fille n'était pas présente dans le recensement français de 1931, que le certificat de décès de sa fille était basé seulement sur des témoins et pas par un constat médical, et puis que les funérailles étaient quasiment secrètes. En fait, on a apporté une réponse 9 mois plus tard, et en fait, on a pu démontrer la plupart des arguments. En particulier, on a pu retrouver ce qui n'avait pas été fait à l'époque, tous les documents de taxation et de succession, et on a pu voir, entre autres, que le père de Jeanne Calment, qui était décédé en 1931, avait fait une donation de tous ses biens en échange d'une rente que les enfants devaient payer à son décès. Il n'y avait pas de taxe de succession à payer, il y avait juste la rente à s'acquitter. À partir des données de l'accord de 1875, donc celle de la date de naissance de Jeanne Calment, ici, on voit qu'on a les taux de mortalité pour chaque âge, avec une dispersion qui augmente entre 100 et 110 ans, et on a modélisé en fait 3 types d'équations classiquement utilisées par les démographes, qui sont la fonction exponentielle, la fonction de Gompertz et la fonction logistique. Et puis on a pris l'accord de 1903 également, qui est celle qui est entièrement éteinte en 2019 quand on a fait les calculs. À partir de ces chiffres, on a recalculé les paramètres avec des valeurs d'ajustement qui sont excellentes. Et à partir de ces données, on a procédé à des simulations. C'est-à-dire qu'on a pris une fois, je vous épargne le graphique, une fois on a pris 10 centenaires et on a fait mourir ces centenaires en fonction de ces différentes équations et on a répété ça un demi-million de fois. Et on a regardé quel était l'âge maximum que l'on observe. Ensuite, on a refait ça avec d'autres effectifs, par exemple 100 000 centenaires, on répétait ça 100 fois. On voit qu'à plusieurs reprises, on atteint des âges de 122, voire 123 ans. Et on a pu calculer la probabilité d'observer un âge supérieur à 120 ans, à même 122 ans. Eh bien, ça survient tous les 10 millions de centenaires dans la population française, si on suit les lois de mortalité françaises. Donc, c'est un événement qui est rare, certes, mais qui n'est pas impossible et qui peut survenir plusieurs fois. Il suffit qu'on ait suffisamment de centenaires observés. Or, on estime que depuis 1700, il y a eu à peu près entre 8 et 10 millions de centenaires qui ont existé et que d'avoir une personne qui atteint l'âge de 122 ans à la fin du XXe siècle est quelque chose de raisonnable. Concernant sa fille, on a pu creuser un petit peu. On avait cette photo. On pensait qu'elle était prise dans un hôtel en France. Eh bien, pas du tout. Elle était prise à l'hôtel Belvédère à Lézin, qui était un centre très connu pour le traitement de la tuberculose. Et en 1931, date de la photo et date où laquelle sa fille n'est pas présente dans les recensements de l'Hexagone, eh bien, elle était en fait à Lézin. On n'a pas pu retrouver son dossier médical, mais il y a d'autres indices, d'autres évidences qui montrent qu'elle avait une santé déficiente, ce qui n'était pas le cas de sa mère. Et en fait, on a pu démontrer qu'il y avait une impossibilité pratique d'une permutation entre la mère et la fille et qu'il n'y avait pas de motif financier pour une telle permutation. Donc, on a pu désosser l'ensemble de l'argumentaire. Maintenant, si on regarde les données des actuariels, donc les statisticiens qui aident des assureurs vie en particulier à établir leurs primes, ils ont établi une liste de quels sont les paramètres connus pour impacter la mortalité et la longévité. Il y a bien sûr le sexe masculin, des aspects génétiques, les conditions in utero et durant l'enfance, le niveau atteint au niveau de l'instruction, le niveau socio-économique, l'état marital,
son ethnicité ou bien son statut de migrant, son style de vie et la technologie médicale. Mais sont complètement absents de cette liste deux autres paramètres qui sont en particulier l'environnement. Dans un papier précédent, on a pu démontrer que lors de la canicule de l'été 2003, il y avait eu un excès de mortalité de 70 000 personnes en Europe. Pour ce faire, on avait récolté, 4 ans après, donc 2003, des données, en fait, concernant 16 pays européens, des données de mortalité par âge et par sexe pour chaque âge, durant les 5 ans qui précédaient l'année de la canicule, durant l'année de la canicule et encore l'année après. Et on s'est servi comme période de référence des 5 ans qui précédaient pour mesurer la mortalité observée en été et la contraster avec l'année 2003. Ceci sont toutes les régions que nous avons étudiées à l'époque. En mauve, c'était des régions qui n'avaient pas été impactées par la canicule, et en jaune, c'est qui l'était. On a utilisé ce qu'on appelle des NUTS, qui correspond en fait à un découpage territorial de l'Europe par la Commission européenne. En fait, on a calculé à l'époque quelle était la fréquence des décès, c'est-à-dire combien de décès est observé pour chaque jour, chaque sexe, chaque région et chaque âge, par rapport au totaux des décès de l'année en question. Puis on arrive, en fait, s'il n'y avait pas de variation saisonnière, à un taux de décès de 0,27% observé. Donc ce 0,27% correspond à la ligne rouge, et si on regarde les décès pendant la période de référence sur 5 ans, eh bien en noir, vous avez la moyenne des 16 pays, en gris, vous avez les fluctuations de 16 pays, et qu'est-ce que l'on observe? Pendant la période estivale, entre juin et septembre, eh bien on a une mortalité qui est la plus basse, et cette mortalité va augmenter progressivement durant l'hiver, atteindre un pic et redescendre. Et en fait, on a pu démontrer que la mortalité est très stable durant les périodes d'été, quand il n'y a pas de canicule. Si on a fait la différence jour pour jour entre l'été 2003 et les 5 années de référence, eh bien, on peut calculer très facilement un excès de mortalité pour chaque jour, chaque âge et chaque sexe. Et on constate qu'on a déjà, ce qui avait passé inaperçu, des excès de mortalité qui atteignent plus de 1000 personnes en juin, en juillet, avec le pic massif d'août 2003, où on avait atteint plus de 5000 décès le même jour. Et vous voyez qu'en septembre, il y avait eu encore des soubresauts. Si on fait le cumul, eh bien, on arrive très facilement aux 70 000 décès supplémentaires dans les régions étudiées. Bien sûr, ceci s'est traduit par une surcharge des urgences. Essentiellement, les personnes âgées étaient concernées. Et puis une surcharge des morgues, où on a dû convertir les entrepôts de fruits et légumes de Cergy en chapelle ardente. Et puis la fabrication de cercueils, et puis les tombes avaient un petit peu de peine à suivre. En fait, ce qu'on a constaté, c'est que les personnes qui étaient décédées ne sont pas mortes en avance, ce qu'on appelle un effet de moisson ou de fauchage. Certes, ce sont des personnes fragiles qui sont décédées, mais dans l'hiver qui a suivi, il y a également eu plus de décès dans certaines catégories d'âge et pas moins de décès comme on pouvait s'y attendre si les personnes les plus fragiles avaient été atteintes par la canicule. Donc, en fait, ce qu'on avait proposé à l'époque, c'était de faire des comptages de décès par semaine ou par jour pour monitorer, en fait, la santé publique. Actuellement, c'est fait, mais avec une fréquence mensuelle. À partir de ces mêmes données qui sont quasiment expérimentales, eh bien, on a regardé quel était l'impact d'un stress additionnel chez les hommes et chez les femmes dans la population européenne. Pour cela, on a défini une zone normale. Si on prend la distribution de Tukey pour construire un box-plot en quelque sorte, si on est dans la boîte en quelque sorte, eh bien on considère que c'est des valeurs de décès normaux, et puis on regarde les valeurs extrêmes et puis les valeurs très extrêmes, et cela vers le haut et vers le bas. Et à partir de ces valeurs, on a regardé la différence de mortalité, le rapport de mortalité entre les hommes et les femmes. Si on prend les années de référence, on voit que les hommes à 65 ans vont mourir entre 2 et 2,5 fois plus que les femmes, ce qui est bien connu. Ce qui est intéressant de voir, c'est quelles sont les conditions de mortalité, à savoir est-ce que ce sont des jours où on meurt plus que d'habitude ou moins que d'habitude. Eh bien, peu importe la pression de mortalité, le rapport homme-femme reste constant, quels que soient en fait ces niveaux de mortalité. Ce qui est intéressant de constater, c'est qu'à partir de l'âge de 95 ans, il y a autant d'hommes qui meurent que de femmes.
Si on prend que 3 niveaux de mortalité, c'est encore plus net. On voit que les jours, par exemple, de grandes canicules ou les jours où il n'y avait pas de canicule, eh bien, on voit qu'on meurt à peu près de la même manière. Enfin, le rapport homme-femme est identique. Ce qui est intéressant de voir avec les mêmes données, c'est si on compare en 2003, ici en Bordeaux, pendant l'année de la canicule, et puis si on prend tous les autres étés qui servent de référence, on voit que la différence entre les courbes, c'est l'excédent de mortalité, et cet excédent de mortalité, il est quasiment inapparent entre 65 et 87 ans, et on voit que c'est les personnes très âgées, les femmes très âgées, qui ont fortement contribué à cet excédent de mortalité, et on a pu le quantifier. Vous voyez l'écart entre les deux courbes. Chez les hommes, il y a eu un peu moins de décès, l'échelle est rigoureusement identique en termes de mortalité, mais on voit également que c'est la contribution des 87 ans et plus qui a fortement contribué donc, au nombre de décès observés. Donc si on résume, les trajectoires de mortalité, eh bien, à 65 ans, les hommes meurent 2 fois plus que les femmes, quelle que soit la pression de mortalité, alors qu'à 97 ans, les deux mortalités sont identiques. Maintenant, sur ces données, il manquait la météo. Suite à ce papier, eh bien, des collègues météorologues et mathématiciens de Barcelone nous ont contactés et on a partagé nos données. On sait que l'augmentation des gaz à effet de serre induit des détections, induit des températures globales qui augmentent de manière détectable et significative. Et la question qu'on s'est posée, c'est quelle est la sensibilité des populations humaines à ces variations de température, en particulier quand on chauffe. Donc, l'objectif était de décrire les associations température, humidité et mortalité dans les 187 régions que l'on a regroupées en des populations isodenses en termes de population qui regroupaient à peu près 400 millions de personnes. On a pu construire ces courbes. Ici, on a la température moyenne par jour pour chaque région qui va de moins 5 à plus 25 degrés. Et sur l'axe des Y, on a la mortalité. On observe une courbe en J, c'est-à-dire il suffit de chauffer un petit peu pour que la mortalité augmente énormément. À l'inverse, il faut refroidir passablement pour que la mortalité augmente dans les mêmes proportions. Et intéressant, on a trouvé une valeur plus basse de température que l'on a décrite comme température de confort, qui est la température à laquelle on meurt le moins. Si on ajuste pour l'humidité, ce qu'on appelle la température apparente, température et humidité, eh bien on a une courbe qui est parfaitement superposable. On a construit ces courbes pour les 54 régions. Ici, on voit la région du centre de l'Europe qui inclut l'Helvétie, la Slovénie, l'Autriche et la République tchèque. On a défini, vous voyez, une courbe chaude qui décrit en fait l'association entre l'augmentation de température et la mortalité, et une courbe froide pour les abaissements de température. Et on a construit les 54 courbes, fonction donc entre température, humidité et mortalité. On voit pour chaque région, on a des courbes qui vont différer selon la latitude et la longitude des pays. À partir de ces données, eh bien, on a fait des prédictions dans le futur, jusqu'en 2100, à partir des différents modèles climatiques qui existent. Et ce que l'on a observé, je vous épargne les détails, c'est que, en fait, comme je vous ai montré, actuellement on décède plus en hiver qu'en été, mais à partir de 2040-2050, la tendance risque de s'inverser, on risque de plus mourir en été et moins en hiver, les hivers étant plus cléments. Donc une inversion. Ensuite, on s'est posé la question, est-ce qu'on pourrait prédire la mortalité en fonction du climat? C'est-à-dire qu'on a pu décrire cette bonne association entre température et mortalité, mais on pouvait voir si on prédit le climat d'avance, quelle est la valeur de la prédiction de mortalité. L'idée, c'est pouvoir anticiper des vagues de chaud ou des vagues de froid, et puis staffer, par exemple, les urgences d'un hôpital en conséquence. Donc, on a utilisé des données prévisionnelles au niveau européen à 1 jour, 4, 8, 11, 15 jours, 18 jours, 1 mois et 3 mois. Alors, les résultats ne sont pas brillants. Si on prend les données observées, on voit qu'on a une surface sous la ROC curve, que je vais vous montrer tout de suite, qui est à 95%, 99%. On voit que si on est à 1 jour, on descend à 80%, c'est encore raisonnable comme valeur prédictive. À 4 jours, c'est encore pas mal, mais dès qu'on dépasse la semaine, on voit qu'on est en dessous du hasard. Et puis si on prend des prédictions saisonnières, eh bien, qu'on soit 1 mois ou 3 mois, on a des ROC curves qui sont vraiment pas bonnes du tout. Donc ça, c'est le graphique des ROC curves. Ici, c'est les données observées. Là, on est à 1 jour, 4 jours, etc. Et en fait,
La relation entre climat et mortalité est bien établie, elle est de bonne qualité. Par contre, c'est les modèles climatiques qui dérapent très rapidement et on est incapable de faire des prédictions fiables et stables à long terme. Et avec le changement climatique, les anciens modèles sont encore plus perturbés. Par contre, si on regarde cette carte ici, il y a certaines régions, parce qu'on a répété ça par région, pour faire des prédictions régionales. Les régions en rouge, en fait, sont celles où on peut prédire des mortalités qui vont dépasser un seuil significatif. Et on voit que le sud de l'Angleterre, le sud de l'Italie et la Sicile, et le sud de l'Espagne sont certaines zones particulières où les modèles climatiques sont suffisamment fiables pour prédire la mortalité. Mais dans tout le reste de l'Europe, ça ne marche pas. Donc en fait, on a pu démontrer qu'avec des modèles climatiques, on peut prédire la mortalité de manière limitée dans certaines régions, mais pas pour l'ensemble de l'Europe. Enfin, on s'est intéressé à l'hiver pour voir qu'est-ce qui se passait avec les vagues de froid. Donc on a regardé quelle était la vulnérabilité des populations européennes sur les mêmes données en fonction des températures hivernales entre décembre et mars. Alors on a regardé les associations température et mortalité. Donc ici on a des corrélations inverses. On voit que plus la température est basse, plus la mortalité est élevée, surtout dans le sud de l'Europe, parce que c'est des régions qui sont moins équipées pour lutter contre le froid. Ici on a regardé en fonction des études Sentinelle les associations entre vagues d'influenza et température, et ici entre mortalité et influenza. Le plus intéressant, c'est ce graphique-là qui nous indique quels sont les coefficients de régression entre la température d'hiver et la mortalité. Et on voit qu'il y a des régions qui sont beaucoup plus sensibles à la mortalité hivernale, c'est essentiellement le sud de l'Europe. Pourquoi? Parce qu'en fait, les logements et l'infrastructure est faite pour résister au chaud en été et pas pour résister au froid en hiver, ce qui se traduit par une mortalité augmentée du fait de la nature de l'environnement. Enfin, comme vous le savez, on a vécu une récession financière à la fin de 2008 et les données qu'on avait collectées sur 7 ans, eh bien, on les a collectées sur 15 ans, jour par jour, dans les mêmes régions d'Europe. On a regardé la mortalité par jour, par âge exact et par sexe. Et en fait, on a regardé quel était l'impact de la crise économique sur la mortalité dans 15 pays. On n'a pas pu prendre la Suisse parce que le produit national brut de la Suisse est calculé différemment que dans le reste de l'Europe. Et en fait, on se posait la question si, en fait, les taux de mortalité suivaient une tendance procyclique ou contre-cyclique, selon les experts, c'est-à-dire que, est-ce que pendant une crise économique, on va observer une diminution de la mortalité ou, à contrario, une diminution de la mortalité quand on est en phase d'expansion économique. Donc, ce qu'on a contrasté, c'est le produit, produit intérieur brut que l'on a regardé en fonction du taux de mortalité pour 15 pays. Alors, ce graphique résume tout. Ici, on a le début de la période. C'est donc 1997. Ici, on a la crise économique qui, suivant les pays, commence en 2007 et va jusqu'en 2009. C'est le losange. Et puis ici, on a la fin de la période étudiée. Alors, on voit que la Pologne, eh bien, elle a une croissance continue de son économie. Ici, on a l'économie sur l'axe des X. Et puis, ici, on a la mortalité sur l'axe des Y. On voit que la mortalité diminue et pendant la crise économique en Pologne, eh bien, la richesse augmente moins vite, mais la mortalité continue à descendre. Si on prend la Croatie, eh bien, on voit c'est encore plus patent. À partir de la crise économique, le revenu diminue brutalement, mais la mortalité continue à diminuer. Et pour quasiment tous les pays, ici l'Espagne, on voit qu'en période de crise économique, eh bien, la mortalité continue à diminuer. Et ceci s'observe pour quasiment tous les pays. Ici le Danemark, ici le Luxembourg. Si on regarde globalement les courbes, en période d'expansion, eh bien, on a une association entre la température et la mortalité, qui est la courbe en rouge. En 2004-2007, qui est le début de la crise économique, eh bien, ça diminue, la mortalité diminue avec l'expansion de la richesse, mais avec la crise économique où il n'y a pas d'expansion de la richesse, eh bien, la mortalité continue à diminuer. Comment est-ce qu'on explique cela? Eh bien, il y a plusieurs raisons. En fait, c'est que pendant les périodes de récession, beaucoup d'industries s'arrêtent, il y a moins de circulation, il y a moins de personnes qui voyagent, donc la qualité de l'air a tendance à s'améliorer. Le taux d'emploi
de chômage augmente, ce qui diminue la transmission des infections sur le lieu de travail. Et puis, les mauvaises habitudes, consommation d'alcool et de tabac, ont tendance à diminuer également pendant les périodes de récession parce que les personnes ont moins de sous à dépenser. Donc, en fait, en utilisant le même dataset des mortalités quotidiennes mesurées dans plusieurs régions, on a pu analyser les fréquences de décès, les taux de mortalité en fonction de données météorologiques, les taux de mortalité en fonction de modèles prédictifs météorologiques et en fonction du revenu. Et on a pu démontrer plusieurs liens entre environnement et mortalité, à savoir qu'aux données actuarielles s'ajoutent, en lien avec la mortalité, des données météorologiques, des données économiques et des données de pollution. C'est un prochain papier qui va sortir bientôt. Je vous remercie de votre attention.